Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être là. Pour un sujet que je restreins au 19e siècle, et vous allez comprendre pourquoi, je l'ai mis les cirques au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. 25 minutes pour raconter l'histoire du cirque au 19e siècle, en fait, c'est une gageure totale. J'ai déjà indiqué à Guillaume qu'il devait absolument me faire signe 5 minutes avant la fin, parce que je ne sais pas très bien comment je vais jongler sur la ligne de crête, ce qui est quand même beaucoup de préalables sur lesquels je souhaite passer un peu de temps afin qu'on soit sûr. Souvent, quand je fais une communication au sujet du cirque, je commence par demander à la salle si je dis cirque, quelle est l'image que vous avez en tête. Généralement, je n'ai pas un public de passionnés d'équitation, donc j'ai beaucoup de réponses à part les chevaux. Là, j'imagine que vous commencerez tous par dire les chevaux, mais en effet, ce n'est pas forcément le premier réflexe qu'on a quand on pense au cirque. Moi, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, ce sont de l'ensemble de ces lieux. Alors, moi, ma spécialité est principalement tous les cirques des origines de la fin du XVIIIe siècle au début des années, aux années 1860, mais j'irai jusqu'à la fin du siècle, puisque Guillaume, initialement, m'avait demandé de traiter du XIXe. J'y reviendrai de toute façon, puisque je les évoquerai les uns et les autres. Néanmoins, avant d'aller plus loin, il y a des noms qui vous sont connus, d'autres probablement un peu moins. Je vous demanderai seulement d'attacher un peu d'attention au nombre de places, parce que c'est un élément clé du fil rouge de ma présentation. Pour l'amphithéâtre des Sieur Astley, le manège des Franconis, on n'a pas tellement d'informations. En revanche, on voit qu'on va très vite de 2000 places à jusqu'à 5000, voire 6000 places pour le Cirque Métropole. C'est énorme. Je rappelle que le Zénith, construit en 1983, contient 5000 places. Donc je vais évoquer ces cirques, mais je vais aussi évoquer les hippodromes. Ça, c'est ma grande tristesse depuis que j'avais terminé mes recherches, c'est que personne n'a fait pour les hippodromes de spectacle le même travail que j'avais opéré pour les premiers cirques et théâtres équestres. On ne peut pas parler du cirque au XIXe siècle sans parler des hippodromes de spectacle, qui sont en fait la version agrandie des cirques que j'ai listés précédemment. Là, je vous demande également de regarder les chiffres. Alors j'ai mis un K parce que ça fait un peu plus costaud encore. On parle de milliers de places. Le plus petit, c'est l'hippodrome de l'Alma avec 6000 places, donc un grand cirque. Évidemment, je vous montrerai des images, mais je trouve que d'abord, se concentrer sur le nombre de places permet quand même de situer l'univers dans lequel on se situe. Aucun lieu de spectacle à Paris n'a autant de places que les cirques et les hippodromes. C'est fondamental, parce qu'en fait, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas toute la genèse de l'histoire du théâtre équestre et des cirques et ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas, mais véritablement comment, par, pour et avec le cheval, on va construire des structures qui vont évidemment structurer la ville, influencer les sociabilités et l'effervescence de ces sociabilités urbaines autour du cheval, mais également des spectacles, mais aussi être par et pour le cheval à l'origine des premiers grands monuments qui accueillent dans la modernité des espaces dédiés aux arts du corps. Évidemment, à l'aube des Jeux Olympiques, c'est pas anodin. Et cette histoire, cette place des cirques, à la fois évidemment dans l'histoire des représentations et du spectaculaire, mais aussi du monumental, du spectacle monumental, est sous-coté, comme diraient les plus jeunes aujourd'hui. Mais réellement sous-coté, c'est-à-dire que s'il y a des enseignants ici, mais encouragez vos étudiants et vos étudiants à faire des recherches sur les hippodromes de spectacle. Les hippodromes de course ont complètement obéré notre connaissance des hippodromes de spectacle, pas seulement en termes de ce qui était représenté, mais en termes de structure des publics et de cet imaginaire péplum qui accompagnait ces spectacles. Alors, où est-ce qu'on se situe? Parce qu'on parle quand même, c'est des cirques à Paris. Donc moi, la carte sur laquelle je me suis fondée est ce plan de Paris de 1837, où là, on voit les premiers cirques auxquels j'ai rajouté les plus récents. Donc, le 1, c'est là à droite, c'est le premier manège de Philippe Astley, sur lequel je vais revenir dans un instant, rue du Faubourg du Temple.
Le 2, c'est le jardin des Capucines, donc au centre, où vont s'installer les Franconi, avant de s'installer un tout petit peu plus au sud, rue du Mont-Tabor, avec leur cirque olympique en 1807. En 1816, les Franconi vont déménager rue du Faubourg du Temple, dans l'ancien cirque d'Asley, avant que ne soit construit en 5 le cirque d'été, où ils vont aussi se présenter, mais il ne leur appartient pas. En 6, alors il est passé où le 6 ? Ah, j'ai beaucoup de 5 là. Ah, oui, oui. Il y a eu un bug. Le 5, c'est le cirque d'été. Je cherche le grand 1. Oui, parce que j'ai fait en orange les hippodromes, en fait. Pardon, j'aurais dû préciser. C'est oui, mon 6, en fait. Pardon. Le 6 qui est là, c'est le 1 ici, parce que c'est le premier hippodrome. L'hippodrome de l'Étoile. Donc, l'hippodrome de l'Étoile, qui est construit en 1845. En 7, on a le théâtre du cirque olympique. En orange, donc, on a les différents hippodromes. On a l'hippodrome de l'Étoile, donc en 1, la Bastille, les arènes nationales. En 3, on va avoir la Porte Dauphine. Donc, du coup, moi, je m'y perds, là. J'aurais dû les mettre sur la carte. Oui, pardon. L'Alma, en 4. C'est intéressant parce qu'en effet, l'hippodrome de l'Alma va se situer non loin des autres cavaleries militaires. Et en 5, on aura un hippodrome sur le Champ de Mars, les uns et les autres se succédant. Voilà, bon, j'y reviens par la suite, mais voilà en fait où se situe l'ensemble des bâtiments, avec ce qu'il est important de comprendre. Au départ, des établissements qui se situent en pourtour, comme tous les établissements de curiosité, et au centre de Paris, avant que le boulevard du Temple ne devienne le boulevard des théâtres. Évidemment, par leur taille, les hippodromes sont en pourtour de la ville. Je rappelle que la carte date de 1837. Mais il faudra en effet que je fasse une ou deux petites corrections pour la publication là. Ce schéma, pas très historique, mais qui aussi place le contexte dans lequel on se situe et qui, à mon grand regret, est malheureusement trop peu étudié ou trop peu considéré par ceux qui, soit parce qu'ils s'intéressent à l'équitation, vont évoquer le cirque, ou inversement, ceux qui sont intéressés à l'histoire du cirque. On ne peut penser l'histoire du cirque, évidemment en son centre, qu'au regard de l'histoire du théâtre, qu'au regard de l'histoire de l'équitation, mais aussi en replaçant dans un contexte qui est les exercices et les arts du corps, les divertissements autour des arts du corps, qui, pour beaucoup, découlent des arts de la guerre et commencent au XVIIIe siècle à être représentés, tel que je l'ai souligné à droite, dans les jardins Tivoli et parcs, et les attractions de ces jardins et ces Tivoli urbains. Les divertissements et les spectacles équestres commencent à la croisée des arts de la guerre et du marché des loisirs. Si on dévalorise cette dimension-là, on ne comprend pas comment, en fait, ces lieux de spectacle vont connaître une croissance exponentielle, pas seulement dans leur faculté d'attraction et de renouvellement, d'innovation culturelle permanente, mais aussi parce qu'ils vont véritablement devoir rentabiliser leur spectacle. Ça coûte extrêmement cher de faire un spectacle avec des chevaux. Il faut par ailleurs renouveler en permanence ce spectacle. On n'est pas là dans une manifestation unique, on est dans des représentations théâtrales quotidiennes, enfin en tout cas saisonnières, et plus durant des mois entiers. Ça coûte une fortune, et il y a un moment où en fait ça coûte tellement cher que la seule façon, et ça les économistes l'ont très bien étudié pour l'économie de la culture on gagne généralement de l'argent dans le domaine culturel que il y a un moment où on ne peut pas baisser le prix des places. On peut seulement s'agrandir et accueillir plus de public. Comprendre cette notion d'agrandissement permanent des espaces fait écho aux premières slides que je vous ai montrées, évoquant le nombre de spectateurs qui pouvaient chaque soir se réunir dans les cirques et les hippodromes. Donc replacer cette histoire à la croisée des loisirs et de la guerre, c'est à la fois comprendre ce qu'on montre, mais aussi une économie du spectacle essentielle. Théâtre et équitation, j'y reviens, mais aussi
aussi, et on l'a déjà un peu entendu ce matin, replacer l'évolution des spectacles au regard de l'univers de la gymnastique et du sport. Sans l'évolution au cours du 19e siècle autour des arts du corps et de cette capacité à se dépasser et aller toujours plus loin, on ne comprend pas ce qui se passe, pas seulement au cœur du spectacle, mais aussi autour du cheval. Et enfin, il y a une autre dimension qui est la fête foraine. En effet, moi, je vous ai montré tout à l'heure une liste de cirques qui sont tous des cirques en dur. Les hippodromes également sont des établissements en dur. Or, au 19e siècle, et je n'en traiterai pas aujourd'hui, il y a tout un autre univers du cirque qui va, à partir des années 1830, connaître un véritable essor, qui sont les cirques avec une tente, où il y a également des chevaux, qu'on voit particulièrement dans le cadre des fêtes foraines, mais que je n'évoque pas, parce que là, c'est encore une autre culture du cirque. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai mis cirque au pluriel. Il n'y a pas un cirque au 19e siècle, il n'y a pas une histoire linéaire avec la succession d'établissements que je vous ai montré au préalable. Il y a véritablement un chassé-croisé permanent entre l'ensemble de cet univers au cœur duquel j'ai placé le cirque et dont je vais vous parler aujourd'hui. Comprendre ce foisonnement et cette circulation, non seulement des influences, mais aussi des acteurs, permet de comprendre pourquoi Baucher et Pellier sont allés au cirque, pourquoi Mollier, qui lui-même faisait du cirque mais n'était pas circassien, avait un écho dans le monde de l'équitation, et inversement, pourquoi les Franconi allaient faire des spectacles à l'opéra ou étaient également présents sur les champs de course, ainsi que d'autres noms du monde équestre comme les Plèges ou les Loisset étaient présents sous des tentes, non seulement dans des fêtes foraines, mais à travers l'Europe. Et c'est une des grandes difficultés de l'histoire du cirque, sur laquelle malheureusement il y a trop peu d'historiens. C'est une des grandes difficultés parce qu'en réalité, on n'a pas une histoire linéaire, ni d'un individu, ni d'une famille, ni d'un établissement. Maintenant, j'arrive aux personnalités, donc j'ai évoqué les lieux. On a des personnalités, souvent, l'art équestre, on pense évidemment militaire. Donc là, j'ai représenté John Astley, parce qu'en fait, quand il est arrivé en France, on l'a beaucoup... il y avait des critiques extrêmement élogieuses à son sujet. John Ducrot, grand écuyer anglais, dont on parle très très peu en France, mais qui a vraiment marqué l'équitation en Angleterre. Et Laurent Franconi, dont le nom ne vous est plus étranger. Une scène typique, et aussi les écuyères. Alors par rapport à la communication précédente, les années 1830 marquent le premier tournant de l'apparition et de la gloire des écuyères, avec évidemment Baucher et Pellier en grand maître, mais un grand tournant dans l'histoire des femmes et de l'équitation. Donc on a généralement deux figures qui sont la sylphide, la ballerine, la voltigeuse et l'amazone, qui vont émailler toute l'histoire du 19e. Là encore, un nuage pour évoquer de quoi l'on parle, parce que là aussi, malheureusement, si je ne prends que le terme cirque, ce sont des termes que personne n'emploie, et inversement, lorsqu'on parle d'équitation, de quelle équitation parle-t-on au cirque ? On a des présentations, des démonstrations, des exploits et des mises en scène. Le cirque est un théâtre de mise en scène et de pantomime. On y voit du dressage, de la voltige, des chevaux en liberté, de la haute école, mais aussi des courses, des quadrilles, des ballets, des pantomimes et des hippodromes. On y admire les prouesses, les performances, le dépassement, des pastiches. En l'occurrence, je viens d'évoquer les courses, mais on a aussi des parties de chasse qui sont représentées au cirque. Et donc, le pastiche et la représentation de l'équitation vécue en pleine nature sont au cœur de programmation tout au cours du 19e siècle. On y voit la mode, on y voit l'actualité, notamment à travers les pantomimes et les hippodromes des guerres napoléoniennes, mais également des campagnes de Russie de la deuxième partie du 19e siècle. On y voit des pantomimes historiques, on y voit de grandes innovations culturelles. On y voit des pantomimes, des mimodrames, des pièces, des vaudevilles, des mélodrames, des drames, des tableaux, des faits, des actions, des ballets, des féeries, des comédies, des folies, etc. On y voit des hommes, des femmes, dès l'origine, Madame Astley, je reviens dans un instant sur Philippe Astley, mais les femmes sont dans le spectacle et sont au spectacle dès l'origine. On y voit des enfants, on y voit des prodiges, des héros, des stars, des cavaliers, des écuyers, des écuyères, des amazones, des cavalcades, des troupes.
là encore, tout le vocabulaire est énorme et on ne le maîtrise pas, mais en permanence, quand on parle de l'histoire du cirque, on reste toujours centré sur cavalier, cavalière, écuyer, écuyère, sur des oppositions en fait qui ont traversé notamment l'histoire de l'équitation en France, mais qui en fait restreignent notre compréhension du rôle du cheval de spectacle. On y voit en fait des représentations à grand spectacle, des représentations militaires, historiques, équestres, chevaleresques, allégoriques. En fait, c'est monumental, c'est gigantesque, va dire Théophile Gautier. Les spectacles de cirque sont gigantesques. On y voit le premier, la première, le plus grand, le plus fort, la meilleure, l'incroyable, la première fois, jamais montré, jamais égalé, en Europe, dans le monde, etc. Donc tous ces superlatifs sont en réalité ce qui est montré. Et en fait, c'est impossible à résumer. Mais ce que je voulais... pourquoi j'ai commencé par ce préambule ? Parce qu'en fait, c'est la première fois que je m'adresse particulièrement au sujet de l'histoire du cirque à un public équestre. Alors évidemment, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Je pourrais envoyer à mon bouquin. J'ai aussi un site web que j'avais développé au moment de la sortie du livre, qui est théâtrecirque.com, où sont mis en accès toutes les sources, toute la bibliographie et des éléments qui ne sont pas dans l'ouvrage. Néanmoins, parler du cirque au XIXe siècle, ce n'est pas juste raconter un spectacle, c'est raconter une culture autour du cheval. C'est une culture équestre, c'est une culture du spectacle, c'est une culture de la représentation, c'est une culture de l'imaginaire, c'est une culture du spectaculaire, tel que le XIXe siècle en est l'apogée, mais aussi Paris est la capitale des spectacles. C'est-à-dire que l'intitulé et l'invitation que Guillaume m'a faite, c'était pour parler du cheval à Paris, et non parler du cirque à Paris, parce que le cirque n'est pas parisien, est né en Angleterre, connaît son apogée certes en France, à Paris. Néanmoins, le cirque est un spectacle international, et tous les écuyers, toutes les écuyères, toutes les stars à cheval ont parcouru l'Europe, le monde occidental notamment, mais des confins de la Russie aux États-Unis. Par conséquent, c'est impossible de parler juste du cirque à Paris. Mais pourquoi le cirque à Paris est important ? Parce que Paris est la capitale des arts, la capitale culturelle, la capitale des innovations culturelles et des grandes entreprises de loisirs. 4 dates importantes pour l'histoire du cirque à Paris. 1806-1807, les grandes lois napoléoniennes qui vont révolutionner le monde du théâtre et construire des hiérarchies qui existaient déjà avant, mais qui du coup vont émailler toute la structuration de nos institutions culturelles, avec les théâtres privilégiés, les théâtres secondaires, les spectacles de curiosité. 1835, la construction à Paris du premier cirque d'été, plus ou moins en plein air, mais aussi avec l'entrée de la haute école à part entière et des Amazones à partir des années 1830 au cirque, et dans une spécificité très française, parce que c'est vraiment l'école équestre française, là, pour le coup, qui va se servir du cirque pour publiciser ses arts de fer. Et une autre date, 1862. Pourquoi ? Parce que à la fois on va percer la place de la République qui va détruire le boulevard du Temple, mais aussi parce que c'est la fin de la censure théâtrale et que ça va bouleverser tout l'univers des théâtres. Et enfin, le tournant 1901-1902 avec l'arrivée à Paris la grande tournée Barnum and Bailey, qui va changer un peu les dimensions, mais j'aimerais juste vous montrer donc très rapidement comment en réalité, avant que Barnum and Bailey, en fait, n'a fait que reprendre une idée très, très française. Et ça, c'est pour toi, Nicolas. Parce qu'en fait, en France, on a des idées, mais notre grand problème, souvent, c'est qu'on ne sait pas les vendre. Et le cirque naît en Angleterre, à l'initiative de Philippe Astley, ancien cavalier militaire. Donc, en fait, au départ, après la guerre de 7 ans, lui-même, comme d'autres écuyers, cherche à se reconvertir et va montrer ses prouesses militaires à d'autres chevals. Donc, c'est un ancien militaire qui se présente au public dans les jardins attenant les Vauxhall, la banlieue de Londres, en tenue militaire. Donc, on voit dès les premières affiches ses prouesses. Il n'est pas le seul. Et en France, on voit un certain Yam se présenter aussi en province comme à Paris. Seulement, Astley va publier des ouvrages. Là, on voit d'ailleurs sa femme à droite, donc déjà représentée. Et son premier lieu de spectacle, et c'est ce qui fait qu'on le considère père du cirque moderne, c'est qu'en fait, il va définir un lieu avec une piste, avec un anneau de vitesse d'environ 17 mètres de diamètre. Au-devant, il va construire en fait des loges où pouvoir accueillir son public à l'abri des intempéries. Surtout, très très important, comme on sait que c'est un lieu de spectacle équestre, parce que en l'effigie
du bâtiment, il y a une statue équestre. C'est fondamental parce qu'il n'y aura plus un seul cirque ou théâtre équestre sans une statuaire à l'entrée. À Paris, oui, il ne faut pas que je fasse trop de raccourcis quand même. Il y a des saisons des théâtres qui font que quand on est homme ou femme de spectacle, on ne peut pas représenter son spectacle toute l'année durant parce qu'il ne faut pas concurrencer les théâtres établis qui ont le monopole de la parole et de la musique et qui risquent de perdre trop d'argent s'ils sont trop concurrencés. Donc, assez vite, Astley vient en France. Il est dès 1782 à Paris. On le voit apparemment à Versailles en 1783, mais surtout en 1785 et 1786. Il est invité chaque année à la cour de Versailles pour présenter ses spectacles au roi, à la reine, aux enfants. 600 personnes à Versailles entourent son spectacle. Il fait ses allers-retours entre Paris et Londres, et comme il a un grand sens commercial, lorsqu'il est absent, il loue sa structure parisienne rue du Faubourg du Temple et s'y installe une troupe familiale dirigée par le père Antonio Franconi, père de la dynastie des Franconi. Les deux fils Franconi, Laurent et Henri, vont décider en 1802 de s'établir au couvent des Capucines, et Karl Verlet va illustrer leurs prestations à ciel ouvert au couvent des Capucines. Et là, c'est très joli dessin préparatoire dont les gravures de Debucourt sont extrêmement connues. C'est environ 1806. Les Franconi sont au jardin des Capucines entre 1802 et 1806. Mais on voit que là, c'est principalement la voltige. Alors un peu plus romantique par les tenues que les tenues militaires, mais la voltige est véritablement au cœur des prestations. Du couvent des Capucines, les Franconi vont structurer des théâtres du cirque olympique. Et le premier qu'ils établissent rue du Mont-Tabor a une piste sous une structure en bois. Et en fait, le grand enjeu de tous les spectacles de curiosité, c'est d'essayer de devenir des théâtres. Pourquoi ? Parce qu'ils payent moins d'impôts, parce qu'ils ont plus de droits en termes de représentation. Je pourrais répondre à toutes les questions en la matière. Très vite, parce qu'ils sont les seuls à représenter des spectacles d'équitation considérés comme utiles à la nation, les Franconi obtiennent des dérogations qui leur permettent, dans la même structure, donc je repasse, là on voit qu'il y a un orchestre à droite, et là on voit qu'en fait à droite il y a une scène. En 1812, ils reprennent l'architecture intérieure de leur cirque olympique. Et c'est une date très très importante, 1812, parce que du cirque olympique des Franconi qu'ils ont établi en 1807 rue de Montabor, leur spectacle s'appelle dorénavant Théâtre du cirque olympique. Ils établissent cette structure sur le modèle, en fait c'est Philippe Astley et ses concurrents qui en Angleterre ont créé dès 1782 le théâtre équestre en adjoignant une piste à la scène, ou plutôt une scène à la piste, permettant dès lors de proposer des spectacles qui vont permettre des scénographies beaucoup plus complexes et élaborées, et surtout une théâtralisation de l'équitation et des prestations à cheval. Là, on voit, c'est une très belle gravure, où on voit en même temps que se déroule et sur la scène. Alors, pour la représentation, il y a manifestement une approche un peu syncrétique, parce que là, on reconnaît une pantomime assez typique, enfin tout à fait typique d'ailleurs, du tailleur, Pascaro. Enfin, c'est une scène comique très, très connue du répertoire du cirque. Et on voit sur scène en même temps comme une pantomime en cours. Bon, évidemment, les deux ne pouvaient pas avoir lieu en même temps. Néanmoins, lorsqu'il y a des pantomimes théâtrales sur scène, généralement, des planches sont placées là pour permettre à la cavalcade de descendre sur la piste et donc de bénéficier d'un espace beaucoup plus grand. Là, on voit, toujours au cirque olympique, une pantomime sur scène. Avec, pour spécificité, un clin d'œil qui est que, tout à l'heure, j'ai évoqué les privilèges des théâtres, qui sont notamment la comédie pour la parole, l'opéra, la musique pour l'opéra.
Reste que chaque théâtre secondaire est restreint à un répertoire afin de ne pas créer des situations concurrentielles pouvant mettre à mal l'économie de chaque spectacle. Avec les chevaux, il y a une spécificité que les théâtres équestres et cirques vont pouvoir exploiter, outre la présentation plus ou moins militaire ou la voltige. Ce seront les pantomimes historiques et d'actualité. C'est-à-dire que toutes les guerres vont être représentées au cirque, car le cheval, et c'est la grande révolution du cirque au XIXe siècle, aucun élément théâtral ne peut aussi bien représenter la réalité que le cheval. En ce sens, le cheval devient le vecteur, l'épine dorsale de toutes les représentations, de tous les pastiches de l'actualité. Tout à l'heure, j'évoquais le cirque olympique, trop à l'étroit, compte tenu de leur succès, et puis parce qu'ils brûlent. Les Franconis vont s'établir boulevard du Temple et vont construire le plus grand théâtre de Paris, le théâtre du cirque olympique, qui rejoindra sur le boulevard du Temple le boulevard des théâtres. Donc là, on voit l'aigle qui remplace pendant un moment les chevaux, mais en réalité, c'est le dessin qui les occulte, parce mais parce qu'il y a d'autres représentations, d'autres gravures qui représentent aussi les chevaux. Mais en fait, on voit la majesté du bâtiment qui fait vraiment du cirque olympique le plus grand théâtre. Terminé ? Ah oui, 5 minutes. Ah, voilà, oui. Le plus grand théâtre du boulevard. Et ça, c'est très important parce que c'est une dimension, quand on parle du cirque, on pense à la piste. Néanmoins, on oublie justement cette majesté. Et cette majesté, elle est moins par la représentation, comme on l'a vu tout à l'heure avec la statuaire, que par le spectaculaire qui met et place le cirque en majesté parmi les autres théâtres, au sens où c'est le plus grand, le lieu le plus grand, le plus imposant et le plus spectaculaire, du seul fait qu'il y ait les chevaux. J'évoquais tout à l'heure le cirque d'été qui est construit en 1835. Pourquoi est-ce qu'on construit un cirque sur les Champs-Élysées ? C'est au moment du père Haussmann, Paris évolue, etc. On va construire le panorama et en face le cirque. Et le panorama aujourd'hui, c'est le théâtre du Rond-Point. Donc on peut imaginer ce qu'était le cirque d'été en face. Mais dès 1835, en fait, il y a une première structure qu'on a représenté, que Victor Adam a représenté comme un caravansérail. Néanmoins, c'était manifestement un espace à ciel ouvert. On voit des représentations qui ressemblent à une carrière et on a plusieurs descriptions qui évoquent le cirque d'été comme un lieu à ciel ouvert. Pourquoi ce cirque d'été ? Parce que en fait, le théâtre du cirque olympique est un théâtre et que par conséquent, il ne peut être ouvert que durant la saison des théâtres. Et on se retrouve au milieu du 19e siècle, enfin au premier tiers du 19e siècle, avec le même problème économique qu'avaient connu les premiers entrepreneurs de spectacle, c'est-à-dire comment rentabiliser un spectacle. Asselet venait en France la moitié de l'année. Là, les propriétaires du théâtre du cirque olympique disent écoutez, nous, on a besoin de pouvoir représenter nos spectacles l'autre moitié de l'année. Et ce qu'ils obtiennent, c'est la construction d'un cirque avec uniquement une piste et sans scène de théâtre afin de ne pas concurrencer les théâtres. Et c'est comme ça que naît le cirque d'été. Le cirque d'été va devenir un cirque en dur en 1841. Représentant notamment des quadrilles extrêmement célèbres. Je ne vais que représenter les quadrilles là, mais c'est véritablement une signature, et présente l'architecture identique, donc ou très similaire au théâtre du Rond-Point qui existe toujours. Le tout Paris s'y rend, et on voit que les représentations, évidemment, sont principalement équestres. Alors moi, je ne parle que d'équitation, parce qu'évidemment, on parle du cheval aujourd'hui, mais enfin, il n'y avait pas que du cheval. C'est l'apparition, et du coup c'est coupé, l'apparition des premières Amazones avec une grande révolution portée par Baucher et Pellier qui est, et là encore, là aussi, si des recherches pouvaient être encouragées sur la troisième fourche de la selle des écuyères, ce serait formidable parce que vraisemblablement ce que Baucher et Pellier, ou l'un ou l'autre ou les deux, ont créé sur la selle des Amazones vers 1830 est ce qui a révolutionné l'équitation féminine de cirque, c'est-à-dire avec la troisième fourche, la possibilité de retenir la cuisse gauche et donc de pouvoir prendre des postures complètement renversées. Plusieurs grandes stars dont émergent à cette époque-là.
Mais les cirques ne sont pas que des lieux de représentation équestre. Là, on voit le cirque d'été adapté en salle de concert. C'est ma façon de vous rappeler qu'en fait, le cirque peut très bien accueillir, enfin le cirque en tant que bâtiment peut accueillir d'autres spectacles, et inversement, les spectacles de cirque vont connaître un essor absolument incroyable au sein des hippodromes, qui vont reprendre avec une dimension complètement enfin c'est même pas une dimension, mais dans des proportions complètement surdimensionnées, les spectacles qui avaient lieu sur scène et sur piste. Ainsi, lors de Silistri en 1854, à l'hippodrome, on a 800 fantassins et 300 chevaux en piste. Mais les hippodromes, tout comme les cirques servent pour accueillir des concerts, les hippodromes sont aussi le haut lieu de toutes les innovations techniques, dont les vols de montgolfières, enfin, pour lesquels la France est très très en avance. Donc en fait, ces établissements, les hippodromes, ont été construits par des propriétaires de cirques qui, là encore, pour pouvoir rentabiliser leur spectacle, ont vu plus grand et ont reproduit sur une piste elliptique, mais aussi avec plusieurs pistes à l'intérieur, les spectacles qu'on pouvait voir dans les chapiteaux en dur. Le cirque Mollier, là on a une autre forme sur laquelle j'insisterai pas étant donné le peu de temps. C'est un écuyer qui en fait va présenter des spectacles comme passe-temps, c'est-à-dire comment en fait on réunit des passionnés autour de la mise en spectacle. Et en fait, je dois abréger. Donc, en fait, je montre simplement d'autres cirques, les hippodromes, l'hippodrome de l'Alma avec Jeanne d'Arc. Je pense que c'était bien tu vois, la Jeanne d'Arc en statue au cirque. L'hippodrome de l'Alma a un toit qui s'ouvre, qui permet aussi les envolées d'aérostats et de montgolfières. L'hippodrome de Clichy, remplacé par le Gaumont Palace, détruit en 1973. Et surtout, Franconi est allé aux États-Unis, Victor Franconi, donc la troisième génération des Franconi, et construit un hippodrome de spectacle. C'est pas lui qui le paye, mais enfin, c'est lui qui dirige les spectacles. Et un lieu absolument incroyable qui est un vrai mix entre dur et tente. Mais en 1805, un autre hippodrome de spectacle. Et c'est très important. Enfin, je vous montre ça pour vous montrer en fait que ce qui a été construit en France a été exporté dans le monde entier. Mais c'est l'hippodrome à New York, en fait, avait une scène elliptique et 3 scènes en son centre. Et en fait, c'est exactement ce qu'on va retrouver chez Barnum & Bailey lorsqu'ils arrivent en France et qu'ils s'installent à la Galerie des Machines. Ce sont les 3 pistes au sein d'une grande piste elliptique. À titre de comparaison, tout à l'heure, je disais qu'à l'hippodrome, on avait 300 cavaliers. Barnum, en fait, on n'a que 70. Et pourtant, on se souvient dans l'histoire que de Barnum. Traces d'hier, marqueurs contemporains. Aujourd'hui, que reste-t-il ? Je pense que tout le monde ici est allé à Aubervilliers. Ça, c'était le cirque des Franconi à Rouen en 1820. Patrick Bouchin en aurait pris le modèle architectural, mais quasiment à la poutre près. Et on retrouve toujours le cheval en fronton. On a évidemment ce monument unique qui est exactement le même qu'à l'origine, sauf qu'il y a un écran. Là, j'ai fait un petit montage pour montrer qu'en fait, mais il est absolument inchangé, à part pour l'écran en fronton. C'est dommage parce que sans, il est bien plus beau. Mais... Et puis on a ce signe discret, mais qu'on trouve aussi bien à Paris, à Pantin maintenant, qu'à New York, qui est en fait le cavalier artificier Franconi. On le retrouve sur des foulards aussi, mais je ne suis pas là pour faire de la promotion. Vous remarquerez que j'ai fait en sorte qu'on voit le moins possible. On voit le nom, mais je ne suis pas là pour faire de la publicité. Néanmoins, il y a un cavalier du 19e siècle qu'on voit encore en ville, en statue, tel qu'il a été présenté, qu'on le voit sur une gravure du début du 19e, après environ on la date de... vers 1806, mais ça peut être peut-être 1816, c'est pas très clair. Mais le cavalier artificier, en fait, qui est en fronton. Et donc, en fait, quand levez le nez lorsque vous passez rue du Faubourg Saint-Honoré, ou si vous descendez métro Hoche à Pantin, ou si vous allez à New York, et dans d'autres villes, en fait, parce que c'est pas... voilà. Mais les cavaliers du 19e sont encore là. Merci.